Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le général Mokoko en garde à vue en République du Congo, incarcéré à la Direction générale de surveillance du territoire. L'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant en train de discuter d'un coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso. Une avancée significative dans le processus de paix au Mali. La création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives vient d'être validée par l'ensemble des acteurs, composés de représentants des groupes armés et ceux du gouvernement. Ils auront à leur tête un président qui sera provisoirement le chef de l'exécutif local. La menace terroriste persiste au Niger après les dernières incursions de Boko Haram en territoire nigérien le 3 juin. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou a demandé ce mardi le soutien de son homologue français François Hollande pour faire face à la situation d'insécurité dans la sous-région. Le général Mokoko, placé en garde à vue en République du Congo. Le candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars a été placé en garde à vue mardi à Brazzaville. L'ancien chef d'état-major des armées du Congo est soupçonné d'avoir tenté de planifier un coup d'État en 2007 avec un homme se présentant comme agent du service de renseignement extérieur de la France. Explication dans ce reportage de Deva Panzou, correspondant au Congo-Brazzaville. 24 heures après sa mise en garde à vue, le général Mokoko n'est pas ressorti des bureaux de la Direction générale de la surveillance du territoire. C'est après avoir été auditionné pendant plus de 5 heures que le candidat malheureux, sorti 3e de la dernière présidentielle, a été mis en garde à vue ce mardi 14 juin à la DGST. Il est mis en cause dans un enregistrement vidéo datant de 2007 dans lequel on le voit en train de discuter d'un plan pour chasser le président Sassou du pouvoir. Ses avocats se réservent pour l'instant de tout commentaire. Nous avions été surpris de recevoir notification de la mesure de garde à vue. Et pour moi, au stade actuel de la procédure, je me réserve de faire des commentaires parce que je suis lié au secret de l'enquête préliminaire. Je ne peux pas vous dire exactement les faits pour lesquels il est poursuivi. J'attends le moment venu. Nous allons discuter, s'il y a lieu, critiquer d'un point de vue juridique les faits pour lesquels il est en garde à vue. Jean-Marie Michel Mokoko était retranché à son domicile du centre-ville de Brazzaville depuis la fin de la présidentielle du 20 mars dernier. Les autorités congolaises demeurent patientes et pensent que la procédure pénale qui semble avoir été engagée les éclaircira sur les intentions qui sont exprimées dans cette vidéo. Je crois que la question qui est en jeu, et tout le monde l'a suivi, c'est l'existence d'un film, une vidéo, dans laquelle un individu qui semble être le général Mokoko tient des propos qui relèvent à tout le moins d'une intention de vouloir engager des événements violents dans notre pays. Donc je crois que la procédure engagée aujourd'hui et qui aboutit à cette procédure de garde à vue est liée à des demandes de précision de la part de l'autorité judiciaire sur ces points-là. L'ancien chef d'état-major des forces armées congolaises entre 1987 et 1993, le général Jean-Marie Michel Mokoko, a déjà été entendu à plusieurs reprises à la veille de la présidentielle du 20 mars dernier. Mais cette fois-ci, l'affaire semble avoir pris une autre tournure. Jean-Marie Michel Mokoko passera sa seconde nuit en garde à vue ce mercredi 15 juin, comme le stipule le Code de procédure pénale. Mise en place d'autorités intérimaires au nord du Mali. Les rebelles, les groupes armés de la plateforme et le gouvernement se sont mis d'accord ce mardi. Les autorités intérimaires seront mises en place dans les collectivités territoriales des 5 régions administratives et seront dirigées par des membres désignés de manière consensuelle. Les groupes armés et agents de l'État cohabiteront pour assurer la sécurité et surtout le retour des services sociaux de base. Précision de Birama Saounera. Au Mali, le processus de paix se poursuit. Le gouvernement, la plateforme et les groupes armés se sont mis d'accord mardi 14 juin 2016 sur la mise en place d'autorités intérimaires. Le document signé par l'ensemble des partis précise que ces autorités seront installées dans les collectivités des 5 régions du Mali. Les membres de cette nouvelle institution seront désignés de façon consensuelle, une revendication des groupes armés qui vient d'être acceptée,
pour un retour de la paix dans la partie septentrionale du Mali. Le processus de paix, il est irréversible et qu'il faudrait consentir un certain nombre d'efforts, un certain nombre de sacrifices comme celui-là et accepter que la CMA, ceux qui avaient pris des armes, ceux qu'on peut qualifier de frères égarés, il faut accepter aujourd'hui qu'ils participent à la gestion du pouvoir, le pouvoir au niveau local, au niveau régional et même au niveau national. C'est vraiment un pas décisif que le gouvernement, la CMA, la plateforme tombent enfin d'accord sur la mise en place, l'opérationnalisation des autorités intérimaires. Les lignes ont véritablement bougé à ce niveau-là. Avec ce nouvel accord, le gouvernement, la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme s'engagent à assurer la sécurité et le redéploiement des services sociaux de base. Pour les observateurs, ce nouvel accord pourra contribuer à décrisper la tension déjà tendue sur le terrain. Il intervient également au moment où la médiation internationale accuse un des membres signataires de l'accord d'Alger, notamment le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, de jouer un double jeu avec les terroristes. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le gouvernement, que ce soit la plateforme, que ce soit la CMA, tous ont compris que le salut ne viendrait que dans la mise en œuvre de l'accord. Mais les exemples sont légion en la matière au Mali. Les accords sont signés et après, il n'y a pas de respect, quoi. Il y a de la mauvaise foi, souvent de part et d'autre, et c'est regrettable. Le nouvel accord prévoit également un calendrier de mise en œuvre et du retour de l'administration malienne dans les 5 régions du Nord. Ainsi, dès le 30 septembre 2016, le retour de certains services de l'État à Kidal sera effectif. Il s'agit notamment des services techniques de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau ou encore de la justice. Prévu pour l'accord de paix, la mise en place des autorités intérimaires constituait un blocage dans le processus de paix. Le président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé ce mercredi à Bruxelles en Belgique pour une visite de 3 jours. Le chef de l'État y a prononcé le discours d'ouverture de European Development Days qui se tient ces 15 et 16 juin 2016. D'autres personnalités participent à cet événement, à l'instar du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré ou encore son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, sans oublier Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Stratégie commune pour réduire à néant Boko Haram. Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, souhaite le renforcement de l'opération Barkhane sur l'ensemble du Sahel. Quelques 3500 soldats français sont déjà déployés dans 5 pays de la région pour traquer les djihadistes et les groupes armés. La France contribue également à la lutte contre Boko Haram en apportant son appui en matière de renseignement, logistique, armement et formation aux armées des pays affectés par le groupe islamiste. Les précisions de Paul de Singwe. Le Niger demande le renforcement de la force Barkhane. En visite officielle à Paris le 13 juin 2016, le président nigérien Mahamadou Issoufou a plaidé pour le renforcement de cette opération militaire conduite par la France au Sahel. Objectif, faire face à la menace terroriste qui touche la bande sahéro-sahélienne. Il nous faudra, me semble-t-il, ou bien mettre en place une force mixte multinationale comme le préconisent les pays du G5 Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, ou alors renforcer le mandat de la MINUSMA. Il faut que la MINUSMA ait un mandat très fort et que la MINUSMA soit en situation de pouvoir combattre le terrorisme. Parce qu'en fin de compte, à terme, c'est ça le problème auquel on doit faire face. Et j'ai demandé, bien sûr, le soutien du président Hollande par rapport à toutes ces initiatives que nous devons prendre. Bien sûr, il y aura certainement un renforcement de la force Barkhane. Lancée le 1er août 2014, la force Barkhane, conduite par l'armée française, vient en appui aux forces armées du pays du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. Composée de 3000 soldats, l'opération Barkhane est d'une aide capitale dans le combat que mènent les pays du Sahel à la secte islamiste Boko Haram. Mais pour le chef de l'État nigérien, il faudrait étendre les actions de cette force au-delà du Sahel et résoudre l'instabilité politique que connaît la Libye. Et que le Niger est menacé surtout à partir de l'extérieur. Le Niger n'a pas de problème de présence terroriste sur son territoire. Toutes les attaques dont nous sommes victimes viennent des pays voisins. Ça vient de la Libye, où il y a un véritable chaos et où il faut trouver nécessairement une solution pour stabiliser ce pays. Il faut un pouvoir central pour ramener la paix et mettre fin au chaos en Libye. Sinon,
cette situation libyenne va continuer à déstabiliser tout le Sahel et en particulier à déstabiliser le Niger. Pour l'heure, la France ne s'est pas prononcée sur un éventuel renforcement de la force Barkhane. Toutefois, le président François Hollande a promis au Niger une coopération militaire intense au niveau du renseignement, de l'équipement et de la formation. Après le Ghana et avant la Namibie, Pranab Mukherjee, le président indien, est arrivé mardi 14 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une visite placée sous le signe de l'économie. En 4 ans, les échanges commerciaux ivoiro-indiens ont doublé, atteignant 750 millions d'euros. Dans cette dynamique, 2 protocoles d'accord ont été signés ce mercredi entre la Côte d'Ivoire et l'Inde afin de faciliter les échanges entre leurs secteurs privés respectifs. Ces partenariats permettront notamment de renforcer le transport à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ajoutons enfin que le président indien Pranab Mukherjee a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par son homologue Alassane Ouattara. Le Togo dispose désormais d'un texte de loi portant statut des artistes. Le texte défendu par le gouvernement a été approuvé à l'unanimité mardi au Parlement. Tout en organisant la protection des œuvres artistiques, ce nouveau cadre légal définit les termes de reconnaissance des artistes et acteurs culturels, ainsi que toutes les prérogatives liées au secteur. Les précisions de Deo Gracia Sokpodo. À l'unanimité, les députés togolais ont approuvé mardi 14 juin 2016 les 7 chapitres de la loi portant statut de l'artiste au Togo. Le texte vise à doter le pays d'un cadre juridique législatif dont le but est de valoriser le potentiel culturel. Il est présenté comme une reconnaissance à l'endroit du monde artistique. La culture est source de croissance et d'emploi selon les autorités togolaises. Une attention particulière doit lui être accordée dans les grandes lignes des différentes stratégies de développement. Faire de la culture un facteur de renforcement de l'identité et de la cohésion nationale, mais aussi un outil de développement économique et social pour la création d'emplois et les activités génératrices de revenus. Tels sont les objectifs recherchés à travers cette loi. Au Togo comme dans de nombreux pays africains, les artistes font face globalement à un certain nombre de difficultés et peinent à vivre de leur métier. La recommandation de 1980 de l'UNESCO relative à la condition de l'artiste est pourtant claire. Elle appelle les États signataires à améliorer leur mise en œuvre de politiques et de mesures allant dans le sens de la prise en compte du statut professionnel et socio-économique des artistes. Pour de nombreux acteurs culturels, le vote de cette loi au Parlement devrait contribuer à la professionnalisation du secteur. Ceci inclut la formation, la sécurité sociale, l'emploi, les conditions de revenus et de taxation et la liberté d'expression. Merci à ces autorités qui ont cru que l'art est un métier. Voter une loi, c'est une responsabilité qui nous est confiée. Maintenant, qu'est-ce qui devra changer réellement? Ça voudra dire que nous rentrons dans une forme de professionnalisation. Parce que avant que cette loi ne soit votée, il n'y avait pas de cadre juridique. L'environnement n'était pas propice pour ce métier que j'appellerais là. Je crois que nous rentrons dans une forme de professionnalisation. Donc, c'est dire que les artistes devront, à partir de cette loi, pouvoir vivre de leur art. Parmi les instruments de promotion des valeurs culturelles nationales, le Togo dispose également d'une loi datant de 1990 relative à la protection du patrimoine culturel et plus particulièrement d'un fonds national de promotion culturelle. Par ce fonds, l'État togolais s'était engagé à aider et encourager tous les créateurs de biens culturels. Mais il aura fallu 2014 pour que le gouvernement octroie un fonds aux artistes et promoteurs culturels à titre de subvention de leurs activités et festivals. Aujourd'hui, beaucoup espèrent que la loi portant statut de l'artiste, une fois promulguée, sera véritablement appliquée. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.